Je m'appelle Alizée et j'ai été victime de soumission chimique en 2011 par mon ancien N+2 qui était à l'époque DRH du ministère de la Culture. Les faits se sont déroulés courant mars-avril 2011 lors d'un entretien de fin de stage auquel m'a convié ce monsieur qui était donc mon supérieur hiérarchique à l'époque. Au début de l'entretien, il m'a proposé un thé. Et je ne le savais pas à cette époque-là, mais il a glissé un puissant diurétique dans ce thé. Ce qui fait qu'au bout d'une heure d'entretien, j'ai commencé à ressentir de vives douleurs dans le bas du ventre et à peu près tous les symptômes d'un malaise vagal. J'ai été contrainte d'interrompre l'entretien puisque je ne pouvais plus parler ni me tenir assise et il m'a proposé de m'accompagner aux toilettes, ce que j'ai pris pour un acte bienveillant à l'époque pour ne pas que je m'évanouisse toute seule dans les toilettes. Sauf qu'il est rentré dans les toilettes avec moi et il m'a écouté uriner pendant plus d'1 minute. À la sortie des toilettes, j'étais évidemment extrêmement honteuse de ce qui venait de se passer et nous avons terminé l'entretien quelques minutes plus tard. Après cet entretien, c'était un mélange de honte, de culpabilité et d'incompréhension qui m'ont hantée pendant plusieurs années. J'ai fini mon contrat au ministère de la Culture en me disant que j'étais inapte au monde professionnel et inapte à tenir des entretiens sous la pression, puisque l'échec de cet entretien, je l'ai remis directement sur moi et je me suis dit que je ne serais jamais capable d'obtenir un emploi plus tard, puisque j'étais incapable de tenir la pression et que je serais toujours portée par cette envie d'uriner à chaque fois que je serais mise en situation d'entretien professionnel. Cet entretien, je l'ai rangé dans une petite boîte de mon cerveau pendant 8 ans et j'essayais de ne plus jamais y penser, puisque les seules fois où j'y ai repensé, c'était avec un sentiment très fort de culpabilité envers moi-même, qui pouvait conduire aussi à de la haine envers moi-même. Et un sentiment de perte de confiance énorme aussi, qui s'est accompagné de plusieurs manifestations que je ne savais pas expliquer, du stress post-traumatique, des cauchemars, beaucoup d'insomnie, des burn-out et un sentiment de fragilité qui me dépassait complètement. Je ne savais pas mettre une définition derrière ces symptômes, donc je suis allée voir une psychologue qui m'a accompagnée pendant plusieurs années pour traiter l'intégralité de ce stress post-traumatique sans pouvoir y mettre une définition et une origine, mais qui m'a quand même beaucoup aidée au fil de ces années. Et puis arrive ce jour en mai 2019 où je tombe sur un article de presse par le plus grand des hasards et l'article relatait les entretiens pervers d'un ancien haut fonctionnaire DRH du ministère de la Culture qui administrait des diurétiques aux candidates qu'il recevait en entretien pour les écouter et les regarder uriner par la suite. À la lecture des premières lignes de cet article, je me découvre, je me reconnais victime de cet agresseur, je reconnais mon histoire et brutalement, c'est le sentiment de sidération qui m'envahit et c'est mon monde qui s'écroule à ce moment-là. À ce moment-là, je passe par différentes étapes. D'abord le choc, ensuite la tristesse, et puis la colère, qui sont des phases classiques du deuil puisque j'ai véritablement perdu une partie de moi dans cette histoire en me reconnaissant victime. Et donc je décide d'aller porter plainte au commissariat et me faire entendre par la police. Ce qui n'a pas été chose évidente puisqu'il y avait prescription à l'époque, puisque ça faisait 8 ans que les faits s'étaient déroulés. Et puis j'ai été convoquée par la suite par la police judiciaire pour être entendue dans le cadre de cette enquête, puisque j'ai appris quelques semaines plus tard, après m'être découverte victime, que mon agresseur avait été placé en examen en début d'année. Après avoir été entendue par la police judiciaire, on a décidé entre plusieurs victimes de se regrouper dans un groupe WhatsApp commun, ce qui nous permettait de nous soutenir moralement face au tsunami qu'on était en train de traverser les unes et les autres. Et on s'est rapproché de la Fondation des femmes, qui nous est apparue à l'époque comme la seule et unique fondation qui serait en mesure de nous fournir un accompagnement administratif, juridique, mais aussi un accompagnement en affaires publiques et en communication. Et la Fondation des femmes nous a mis à disposition sa force juridique,
c'est-à-dire un groupe d'avocates engagées qui aujourd'hui nous suivent pour la plupart et nous accompagnent juridiquement vers, nous l'espérons, un procès qui tarde à venir. Le rôle de la Fondation des femmes dans cette affaire, il est clé. Il nous permet d'abord d'avoir un soutien juridique et donc d'être accompagnés par des avocates sur le volet pénal de l'affaire contre notre agresseur Christian Nègre, mais aussi sur le volet public de cette affaire, puisque pour une vingtaine d'entre nous, nous avons décidé de mener un recours contre le ministère de la Culture pour faire reconnaître la responsabilité de l'établissement public dans cette affaire. Et au quotidien, on a aussi un accompagnement en affaires publiques et un soutien très très fort en communication qui nous a permis aussi de médiatiser l'affaire et de faire émerger malheureusement et heureusement de nouvelles victimes qui ne se savaient pas victimes à l'époque et qui se sont aussi découvertes victimes en lisant certains articles qui sont parus dans la presse. Le soutien de la Fondation des femmes, il est aussi très précieux sur la partie vraiment accompagnement psychologique des victimes de soumission chimique, puisqu'elle nous a mis en relation avec des associations partenaires de soutien psy, et c'est extrêmement précieux au vu de la singularité de l'affaire. Singularité pourquoi ? Puisque nous sommes extrêmement nombreuses. Aujourd'hui, on estime à plus de 200 le nombre de victimes faites dans le cadre de cette affaire. Et deux, il y a aussi la manière dont on apprend qu'on est victime, soit en lisant un article de presse, soit en écoutant la radio, qui a pour impact vraiment un tsunami psychologique pour la majorité d'entre nous. Et donc, on a évidemment besoin d'être accompagné psychologiquement tous les jours pendant l'attente du procès. Aujourd'hui, 6 ans après la mise en examen de notre agresseur Christian Nègre, une enquête est en cours et elle est portée par une juge dont on a extrêmement peu de visibilité sur le contenu et sur une potentielle date de procès. On est totalement dans ce qu'on appelle une errance judiciaire puisqu'on a très peu d'informations sur l'enquête en cours. On a très peu de contact avec la juge. Nous n'avons pas été auditionnés par la juge. Nous n'avons pas été entendus par la juge. Et on n'a toujours pas de visibilité sur quand se tiendra le procès de notre agresseur, malheureusement. Et on est dans ce qu'on appelle très classiquement une victimisation secondaire de la part de la justice, puisqu'on est victime une première fois de notre agresseur et on est victime malheureusement une seconde fois du silence de la justice. 14 ans après mon agression, je me sens vidée, épuisée par la lenteur du système judiciaire. Et cette agression aura emporté quelque chose de moi que je n'arriverai plus jamais à retrouver. Une étincelle, quelque chose de vivant en moi qui s'est éteint et qui m'a été prise à tout jamais par mon agresseur.